à ce niveau-là aussi, j'interpelle la formation des journalistes. Il arrive des fois aussi qu'un journaliste se fasse balloter par son interlocuteur juste parce qu'il n'a pas été à la hauteur des enjeux qui ont structuré la discussion. Et ça aussi, des fois, on passe à côté. Mais de toute façon, j'ai pour habitude de dire que naturellement, il y a des sélections qui se font. Il y a une sélection naturelle qui se fera. Au-delà du parrainage, il va arriver un moment où les bons vont résister et vont passer le cap. Et c'est là où vraiment, puisque jusque-là, 200 aspirants, à coup sûr, petit rôle, mais il va arriver un moment où les filtres vont La sélection va se faire naturellement. Elle se fera et on entendra peut-être des discours beaucoup plus vous avez un rôle à jouer dans ça, vous êtes directeur de publication, et ça pose problème. Mais Binta, tu le sais mieux que moi, le débat est brouillé, il est biaisé. Les Sénégalais reçoivent un flot d'informations qu'ils ne peuvent même pas... en tout cas, ils n'ont même pas le temps de faire un discernement par rapport donc, à ce flot d'informations qui leur arrive. Parce que tout simplement, la presse classique, dont tu parles, peut-être n'est plus une priorité par rapport à l'information, n'est plus la principale source d'information des Sénégalais. Les Sénégalais, déjà, dans un pays où l'analphabétisme n'est pas encore réglé, il y a un taux assez important, les Sénégalais s'informent à partir de TikTok. Mais c'est extraordinaire. Les Sénégalais, bon, ceux qui vont écouter notre débat là, c'est vrai, c'est eux qui ont la capacité de discernement. Mais malheureusement, la plus grande partie, la majeure partie des Sénégalais qui n'écoutent pas ces genres de débats pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce pays-là, ils vont s'alimenter à partir de ces réseaux sociaux. Et il y a tellement de flot d'informations que n'importe qui informe. Et moi, il m'arrive qu'on me demande, oui, tu as entendu telle info, est-ce que c'est vrai? Je dis que c'est vous qui ne devez pas regarder TikTok. Parce que quand vous regardez, vous ne pouvez pas savoir la bonne source ou pas. Quand j'ai une information, je veux regarder, en tout cas sur la RFM, écoutez, quand dans leurs éditions respectives, je n'ai pas la même information, je dis que donc ça c'est du fake. Mais malheureusement, les Sénégalais... Alors la presse, ça je le dis à la décharge de la presse. Mais ça ne les empêche pas de reproches. Aujourd'hui, au niveau des médias, une multiplication des sites internet qui sont gérés par des journalistes, mais malheureusement, ils ont une priorité. Aujourd'hui, c'est le buzz. Comment faire pour être suivi, pour avoir un nombre de vues important? Quand on invite quelqu'un, c'est parce que la personne parvient, en tout cas, elle est attractive, elle parvient à booster le nombre de vues. Ce n'est plus qu'on invite quelqu'un, un Mamadou Seck, parce qu'il va nous faire une analyse pertinente, qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Non, on invite quelqu'un par rapport au nombre de vues, peut-être que ça paye, je ne sais pas trop. Et là, il y a un problème. Ce n'est plus, je crois que la presse est facilement régulable. Pour moi, la presse classique. Parce qu'il y a le Corrède, il y a le Simple, non, on se connaît. Il y a quand même la revue des pairs. On peut... Mais malheureusement, ce n'est pas que ça. Demande à tous les Sénégalais qui s'informent, est-ce que la bonne information, en tout cas ce qu'ils ont comme information, ça leur vient de la RFM, de la TFM, ou en tout cas d'autres médias, comme la DSTV? Non. Comment faire maintenant? Est-ce que l'État a la possibilité de réguler ces réseaux sociaux-là? Parce que le principal problème, c'est ça. Maintenant, il y a des journalistes qui sont tombés dans ce même piège-là, qui vont. Et autre chose, il y a quand même une menace qui pèse sur tous les journalistes, en tout cas ceux qui veulent informer juste et vrai. Aujourd'hui, on le sait depuis quelque temps, il y a une classe politique qui est venue s'imposer au Sénégal et qui pense même pouvoir censurer tout ce qui se dit. Et Mamadou Seck l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ont préféré rester chez eux cette terre parce que tout simplement on t'insulte. Il y a cette menace-là, il y a une autocensure que l'on constate au niveau de la presse parce qu'on n'ose plus parler. Aujourd'hui, avant, c'était peut-être plus facile d'être avec le pouvoir, la majorité, mais aujourd'hui, il est plus compliqué d'être avec la majorité parce que d'autre part, on menace, les gens peuvent porter plainte, on tue tout ça. Je crois qu'il y a tout un environnement qui fait qu'on doit s'asseoir pour tout. Mais la presse peut être gérée, classique peut être gérée, mais malheureusement, le reste, comment on peut faire avec ce groupe, en tout cas des réseaux sociaux,
qui viennent en masse perturber la manière dont l'information est perçue au Sénégal. Babacar John, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est pour dire que exactement aujourd'hui la grosse difficulté, mais qui ne touche pas uniquement le Sénégal, mais c'est les médias alternatifs. Vous savez que Zuckerberg a passé un sale quart d'heure au Sénat américain quand ils lui ont dit que vous avez créé un monstre. Parce que justement, aujourd'hui, lui-même, il ne peut plus contrôler son monstre. Il ne peut plus contrôler son monstre. Et justement, on est en train de vivre cette situation-là qui fait que... il faudra une réflexion et des alternatives à ces médias alternatifs-là. En tout cas, en attendant, on a fermé TikTok, le ministre de la Communication. Oui, mais est-ce que c'est la bonne solution? Il y a toujours des voies de VPN quand même qui nous permet de voir. Ils ont encore fermé? Ils ont tous les moyens. Oui, ils ont encore fermé quand est-ce? Oui, depuis il a reçu les Chinois la dernière fois pour dire que maintenant, ils ont posé des préalables pour réouvrir TikTok. Oui. Mais dites-vous bien que même en Chine, TikTok est bien contrôlé. Et ce n'est pas le même TikTok. Ce n'est pas le même TikTok. Et il y a une durée de présence sur TikTok. Au-delà, on vous coupe. Donc, c'est dire que quand même, il y a des stratégies et l'État, mais vraiment, j'aurais des sueurs froides si à l'arrivée, on se rend compte que l'État n'a pas les moyens de réguler. Ça veut dire qu'on est ouvert à toutes les menaces. Je donne un petit exemple, une anecdote. Avec El Hadj Assane Gueye dans son interview avec Macky Sall. J'entends le lendemain les gosses dans les studios disent ouais, il n'a pas fait de relance. Il devait faire des jeunes de l'informel qui n'ont rien à voir avec, je veux dire, même l'école, qui ne se connaissent absolument rien, mais qui disent que pourquoi il n'a pas fait de relance. Je vais vous dire une chose. Ça vient d'où? Maintenant, c'est eux qui nous régulent, quoi. Oui, c'est l'opinion qui veut, qui nous régule. Qui veulent t'imposer ta manière de comprendre les choses, même ta manière d'interview. Aujourd'hui, on va dire, oui, Binta, pourquoi il a laissé plus de temps à Babacar? Malheureusement, on a ce problème-là, mais il faut qu'on continue donc à être... Mais je vais changer de perspective. Je garde toujours vraiment le même débat sous une perspective différente. C'est que quand il dit qu'il n'a pas fait de relance, ça veut dire aussi que ces jeunes-là, ne les sous-estimons pas. Ils maîtrisent certains enjeux. Absolument. Moi, j'ai été à Koungheul pour une enquête que je devais coordonner. Et à un moment donné, je me suis mis à côté des jeunes qui conduisaient les tchak-tchak à leur station. Et un des jeunes a posé le débat autour de Habré. Et il y a 2 ans, l'histoire de Habré date de 4 ans, 5 ans. Lui écoutait Raymond Habré et a posé le débat avec ses amis. Et ce n'était pas un débat idiot. C'est dire qu'en réalité, il en veut là aussi, ne sous-estimons pas ces jeunes-là qui des fois sont des bacheliers, sont en licence 1, mais n'ont pas la possibilité... Je suis d'accord, mais ce que je veux que les Sénégalais comprennent, parce que c'est devenu un mal, que les Sénégalais, que chacun quand même a son métier. Tout à fait. Et malheureusement aussi, pour la plupart des gens qui te jugent, c'est parce qu'ils sont dans un parti où en tout cas ils ont une option politique très claire. Tout à fait. Et c'est par rapport à leur vision politique, par rapport à leur... Qu'ils veulent te faire, dire ce qu'eux, ils veulent entendre. Non, en fait, c'est ça. Si c'était juste pour l'intérêt du débat, du départ, ça, il faut pas mais malheureusement, c'est une partie de l'opinion qui veut... Bon, ça peut être même... C'est même une dictature. Dans le cas de la paix, ils pensent tout simplement que la question... Ça arrive, il y a des gens de la paix qui peuvent t'appeler pour dire, oui, mais pourquoi le gars là, tu l'as laissé... Non, je veux dire, il faut qu'on sache raison garder que les journalistes également ont leur travail à faire. Ça n'a rien à voir. Mais une personne à la rue, à partir d'une émission qu'il a entendue, moi je crois qu'il doit juste prendre ce qu'il a compris de l'émission. Il peut peut-être déplorer qu'on n'ait pas posé telle question, mais du point de vue technique, parce que quand même l'information c'est une science. Et là, ça pose problème au Sénégal. Absolument. Babacar John, il est journaliste, analyste politique, directeur de publication de l'I-Quotidien. Nous recevons également Mamadou Seck, docteur Mamadou Seck, analyste politique. Les actualités politiques qui sont quand même marquées par l'affaire Sonko, DGE, on a que pour ça dans la presse d'ailleurs, les opinions qui divergent sur cette question. Aujourd'hui, d'abord, Mamadou Seck, quelle est votre opinion sur ça?
Non, je pense que cette histoire-là est en train de devenir un sac de nœuds. Les constitutionnalistes en parlent, les pénalistes en parlent, les experts électoraux en parlent. C'est dire que actuellement, on est en train de vivre un sac de nœuds qu'il faudra démolir et qui va nécessiter qu'on convoque plusieurs cadres, plusieurs lois, etc. C'est presque qu'on est en train de nous le faire à la Pasqua, quoi. On crée de l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Absolument. Et ça devient complètement compliqué. Ce qui me rassure sur cette histoire, parce qu'il faut le reconnaître, hein, le code électoral est clair. Ousmane Sonko ne fait pas partie de ceux, actuellement à l'état actuel, qui doivent être exclus du fichier électoral. Le recours également n'est pas suspensif. Et ça, il faut comprendre la logique de la loi électorale pour le comprendre. Mieux vaut laisser un délinquant dehors qu'un innocent en prison. C'est ce que l'esprit de la loi dit. Les étapes du processus électoral sont tellement rapides et s'enchaînent que si vous excluez quelqu'un et que vous mettez un recours suspensif, ça peut poser problème. Si à l'arrivée, on se rend compte que l'étape de l'inscription est bouclée et qu'il avait le droit d'être dans le fichier, alors qu'on a toujours la possibilité de faire des recours. Et l'autre élément, c'est qu'il y a un droit, un principe essentiel, le droit de vote aussi, il est garanti. C'est pour ça que le recours n'est pas suspensif, c'est l'esprit de la loi. Maintenant, moi, je me félicite de voir que son pool d'avocats a interpellé la Sénat. Parce que la Sénat, pour faire simple, dans la loi électorale, c'est la police du processus électoral. C'est la police. La Sénat, si vous voyez dans la partie légale du code électoral, on lui a consacré 20 articles. Dans la partie réglementaire, on lui a consacré 15 articles. C'est dire qu'on lui a donné assez de prérogatives. La Sénat, en article 11, 12, 13, on statue sur ses compétences, etc. La Sénat a un droit de regard sur le fichier pour les régulations, les régularisations, etc. Donc la Sénat probablement pourra aussi donner un avis éclairé et aider à clarifier sur cette question-là. Mais si on doit à la vérité de dire que l'exclusion de Sonko du fichier électoral à l'état actuel ne se justifie pas et risque d'être en porte-à-faux avec la loi. Babacar. Oui, je dirais que c'est quand même heureux, je l'avais dit sur vos antennes, c'est heureux de voir que le débat n'est plus dans les rues avec des jets de pierre, des cocktails Molotov. C'est heureux de voir maintenant, voilà, on convoque des articles, c'est bien. Moi, je préfère au Sénégal, ça a été toujours le cas. Avant une élection, il y a un débat pré-électoral. Hein, les contentieux préélectoraux étaient souvent donc liés au fichier. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, ça varie un peu, donc c'est important. Mais l'essentiel, c'est que la loi, en tout cas la procédure est en train de suivre son cours. Et je crois qu'au finish, c'est important que la loi soit respectée. Moi, je crois que ce débat est important. La Sénat, j'avais dit, je l'ai dit toujours. Il faut rappeler que l'affaire est en cassation. En cassation, oui, ça va finir après là-bas. Même après, en fin de compte, c'est au Conseil constitutionnel de nous dire qui sera candidat ou pas. Mais c'est quand même bien pour Ousmane Sonko et tous ceux qui l'accompagnent de voir les difficultés dès maintenant, parce que il pouvait aller jusqu'au Conseil constitutionnel et se faire bloquer. Et peut-être ça va être plus compliqué, mais aujourd'hui le débat. Mais la Sénat, c'est vrai. Parce que je me rappelle, en 1997, quand le président Abdou Diouf, parce qu'il y avait le code consensuel de 92-93, le Kebambaye, avec le professeur Diet et tout ça, mais quand on a pensé que c'était bien d'avoir, parce que les gens voulaient, Abdoulaye Wade et les autres voulaient une Sénat, une commission électorale nationale autonome ou indépendante. Je crois que c'était indépendant. Je me rappelle, Ousmane Tanor Dieng, feu Ousmane Tanor Dieng, que Dieu ait pitié de son âme, au sortir d'un bureau politique, avait dit que la Sénat est inutile et dangereuse. C'est un terme des propos qui avait fait tout. Donc, en ce moment-là, Abdou Diouf avait pensé couper la poire en deux, en créant l'ONEL, l'Observatoire national des élections, confié à feu général Mamadou Niang, et tout le monde est vrai. Et en ce moment-là, l'opposition était concentrée autour du collectif des 19, avec feu Iba Der Thiam, Abdoulaye Wade et les autres. Et en ce moment-là, il n'y avait que deux partis
politique qui n'étaient pas d'accord. C'était le PIT. Et je crois Talla Sylla, hein, parce qu'il existe depuis longtemps. Mais Ablaye Wade et les restes avaient dit que ça les satisfait à 98%. Semou Pathé Gueye du PIT avait défendu le truc contraire au niveau de l'Assemblée nationale, mais la loi est passée et on l'avait donné au général Niang, qui est devenu d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Et les gens s'étaient vraiment satisfaits de la création de l'ONEL en 97. Ça a avancé avec beaucoup de pouvoirs qui sont donnés maintenant à la Sénat, hein, il faut le dire. Mais malheureusement pour moi, la Sénat ne joue pas son rôle. Totalement d'accord. La Sénat est sclérosée. Je ne sais pas si c'est parce qu'à sa tête, on a mis un fonctionnaire qui ne connaît pas que... Qui est à la retraite depuis très longtemps. Oui, mais je veux dire, par rapport à son parcours, hein, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à taquiner un peu, à titiller l'administration. Peut-être c'est ça. Mais en tout cas, la Sénat n'a pas joué son rôle. Aujourd'hui, je crois que... Mais c'est heureux quand même de voir que la Sénat est ressuscitée, hein, est sortie de sa torpeur après ce truc de qui. Mais ce qu'on attend quand même, je crois qu'au Sénégal, la loi permet aujourd'hui d'organiser une élection dans les meilleures conditions, transparentes. Sans pour autant, même, pour moi, je l'ai dit, hein, avoir besoin d'avoir un ministre de l'Intérieur à part. Il suffit qu'on respecte ce qui est possible. Et la Sénat doit vraiment jouer véritablement son rôle. Et à partir de là, on pourra y aller. Babacar, je voudrais surenchérir sur ce que tu viens de dire. Le modèle sénégalais électoral, moi j'ai fait plus de 10 modèles électoraux à travers l'Afrique, jusqu'aux Comores. Aux États-Unis, j'ai fait 10 modèles dans 10 États, puisque eux, ils n'ont pas des modèles identiques. Le modèle sénégalais est un des meilleurs au monde. Parole d'expert électoral. La structure, elle est bonne. Maintenant, c'est les acteurs, c'est les acteurs qui l'animent, qui des fois posent problème. Mais une administration qui organise et une instance qui supervise et contrôle, la difficulté, c'est que des fois, il y a des suspicions de mainmise, de tutelle politique sur la structure qui organise, et la structure qui supervise, on a l'impression qu'elle a déserté ses missions. Mais la Sénat a un pouvoir d'injonction sur l'administration, a un pouvoir d'autosaisine. La Sénat n'avait même pas à attendre qu'on la saisisse pour cette histoire-là. Par exemple. La Sénat peut être saisie. La Sénat peut saisir directement le procureur. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La Sénat peut servir une citation directe à un membre de l'administration qui refuse d'exécuter ses ordres, a un pouvoir de dessaisissement, de substitution, de supervision et de contrôle. On a l'impression que, vous savez, si elle exerçait la plénitude de ses fonctions, on aurait vraiment réglé énormément de problèmes et de contentieux préélectoraux, mais malheureusement, comme tu le dis, Babacar, il y a encore des efforts à faire, en tout cas, de ce point de vue-là. C'est vrai. Alors, Sonko qui serait, selon ses avocats, dans une situation très critique par rapport à son état de santé. On a vu récemment que son bulletin de santé a même fuité et que le procureur l'a déploré pour lancer la traque contre les fauteurs de troubles. Aujourd'hui, quel est votre avis sur cette situation, l'état de santé de Sonko? Et la réponse des avocats de Sonko qui disent que ils n'ont pas besoin de... Sonko n'a pas... ils n'ont pas besoin de protection par rapport à... mais je crois qu'ils ne devaient pas dire ça. Ils ont cité des exemples, par exemple, que beaucoup de données personnelles de Sonko ont été... Non, je crois que là, il faut sévir. Même, ce n'est pas que l'histoire de Sonko, non. Mais beaucoup de choses, hein, il suffit que la personne entre au tribunal en instruction, que l'on voit le lendemain, dans la presse, toutes sortes d'informations. Il faut sévir. Mais cela n'explique pas qu'on sorte vraiment les données de Sonko. Je crois que, bon, si l'État le fait. Mais, moi, j'ai lu, je ne peux pas me permettre quand même de revenir sur... de revenir, non, ou à la limite, peut-être que je serai complice de divulgation. Mais ça confirme quand même ce que disent ces avocats, ça confirme. qu'il est malade. Maintenant, on peut dire que, est-ce que ça vient de la grève de la faim que Sonko a initiée? Moi, je crois très sincèrement que si c'est ça, si c'est lié aux conditions d'incarcération d'Ousmane Sonko, l'administration est assez fautive et les gens quand même devraient. Maintenant, est-ce que également l'état de santé de Sonko sans la grève de la faim ne lui permet pas? Parce que l'emprisonnement, la prison, c'est quand même dur, même si on n'est pas dans le paquetage comme truc.
C'est quand même dur. Mais moi, je crois très sincèrement qu'à un moment donné, la santé d'une personne, elle est centrale. Elle est centrale. Si l'État a les moyens de continuer, d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai lu dans la même lettre que, en tout cas, le gouvernement n'est pas prêt à le faire ramener à Sébikotane parce qu'il a besoin même si lui l'a demandé quand même. même. Oui, non, mais quand même, il a besoin de suivi médical. Oui. Il a besoin de suivi médical. Si à l'hôpital principal, on parvient à le truc, mais qu'il arrête peut-être, s'il tient à sa santé, qu'il arrête cette grève de la faim, je crois. Mais, au-delà de tout ça, moi, je reviens au problème principal. Quand on mène un combat, d'autres personnes n'ont même pas fait ce que peut-être Ousmane Sonko a eu à faire ou ce qu'il a eu à dire. Mais ils ont été incarcérés. Ce qu'on dit, prison du Dias. C'est que je veux dire, beaucoup de leaders politiques sont passés par là. À commencer par Idriss Seck, Khalifa Sall. Ces candidats, je crois, 90% des candidats, des potentiels successeurs à Macky Sall ont fait la prison. Sans oublier Abdoulaye Wade, quand même. On sait, oui, mais Abdoulaye Wade. Karim Wade. Oui. Il y a une anecdote qu'on m'a également racontée par rapport à Karim Wade et Abdoulaye Wade. Quant au jour, le jour du jugement, c'est vrai que Karim avait demandé une liberté provisoire. Enfin, mais Viviane a appelé une responsable du PDS et lui a demandé qu'est-ce qui s'est finalement passé. Il dit, mais non, la question c'était, est-ce que Karim était debout? Est-ce que Karim n'a pas baissé les yeux? Et la responsable lui dit, non, Karim a fixé le juge et n'a pas baissé les yeux. Et Viviane, au bout du fil, a appelé Abdoulaye, qui était certainement dans la même chambre, pour lui dire, Abdoulaye, ton fils n'a pas baissé les yeux, il n'a pas baissé le regard. Ça m'a beaucoup marqué, pour la bonne et simple raison que je crois qu'il faut continuer à être digne. Absolument. Dans un combat politique, on ne peut pas reprocher à un responsable politique de mener un combat. On ne peut pas, par exemple, je peux pas reprocher. Oui, je peux pas reprocher à Ousmane Sonko d'avoir pensé que c'est dans le rapport de force qu'il parviendra. C'est son droit. Oui. Ok. Mais à un moment donné, quand on arrive, un moment où, dans l'impasse, je peux le dire comme ça, il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, reculer. C'est là où peut-être j'ai un problème avec le top management, je peux dire, Ousmane Sonko. Parce que, attention, à PASTEF, il y a des anciens, je parle du collectif des 19, mais il y a des partis de la gauche qui sont là, au cœur. Madjei Mbodj, qui était même le maître à penser, en tout cas parmi les maîtres à penser de Andi Dief. Aujourd'hui, ils sont tous avec Ousmane Sonko. Là, elle est debout. Mais c'est au niveau du top management, je crois qu'il y a un manque d'expérience, un manque d'expertise politique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une connaissance livresque des élections pour se dire qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir une stratégie pour gagner des élections. La politique, c'est également des souplesses, c'est des stratégies, c'est comment faire pour truc. Et malheureusement, à un moment donné, on peut avoir un penchant, on peut avoir une trajectoire. À un moment donné, on se pose des questions et on arrête. Mais j'ai l'impression qu'on continue à foncer. Et en dernier lieu, moi, dans ces conditions actuelles, je serais surpris de voir Ousmane Sonko participer à la présidentielle 2024. Mais malheureusement, à un moment donné, ce qui est arrivé au PDS, mais je crois eux, ils l'ont fait exprès. Ils savaient peut-être que Karim ne participerait pas, mais ils n'avaient pas envie de participer. Mais aujourd'hui, le PASTEF, ou en tout cas l'ex-PASTEF, ou ce qu'il en reste, a la possibilité d'avoir un candidat, avait la possibilité. Mais malheureusement, tout tourne autour d'une personne. Ils ont retiré leur fiche de parrainage par rapport à la Oui, maintenant on verra ce que ça va donner. Quoi. Tout à fait. Non, Binta, bon, parlant de prison, il y a d'abord une dimension ésotérique de la prison. Et je pense que Youssoufa, le prophète, jusque-là d'ailleurs, en sortant de la prison, jusque-là, il y a ces écritures sur le mur de la prison où elle a été emprisonnée et qui disait Fi jombul ken Fi ku fi dugg yaa ngi ci diggante dund ak dee et qui disait aussi sa dernière déclaration c'est Fi non bu la fi dégg kontaan ñett yooyu la fa il avait mis ces trois-là qui sont toujours là-bas. C'est dire qu'il y a peut-être une dimension ésotérique. Abdoulaye Wade peut-être n'aura pas regretté d'avoir fait la prison. Et tant d'autres, Nelson Mandela. Et voilà, c'est dire qu'il y a cette dimension-là. Et la ligne est très mince quand on est acteur politique. Très ténue, oui. Voilà, la ligne est très ténue. Et
la situation de Ousmane Sonko, en réalité, interpelle à plusieurs niveaux. Le premier niveau d'analyse, c'est que on ne peut pas nous priver de talent et de légitimité de cette façon-là. C'est un talent politique, c'est une réalité politique. Mais ce talent-là doit aussi avoir la claire conscience des responsabilités qui pèsent sur lui. Et c'est là où on ne peut pas excuser certaines sorties, certaines déclarations, etc. Mais ça reste quand même une réalité politique. Et ce serait dommage qu'on ne donne pas la possibilité à ce talent-là de s'exprimer durant une consultation électorale de taille qui s'approche et qui aurait permis peut-être de jauger les poids politiques de chacun, puisqu'on est à une étape assez charnière où un président sort, ne se représente pas, et quoi qu'on puisse dire, on sent un flottement aussi de l'autre côté. On sent un flottement, il y a le candidat choisi qui ne fait pas l'unanimité. On va justement revenir sur ça. Et que donc, voyez-vous, je pense qu'aujourd'hui, pour être très émotif, moi je pense qu'on vit une phase de paix négative au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a la paix. Et nous vivons cette situation-là actuellement. Ni paix ni guerre. Ni paix ni guerre, paix fragile, etc. Les nerfs un peu tendus. Et on va vers des élections. On est à 4 mois du scrutin. On l'oublie. On est à 4 mois. On est à 120 jours. Est-ce que vous pensez que même, parce qu'on est en train quand même de lancer des ballons de sonde sur un report éventuel de la présidentielle. Ce serait dommage. À 4 mois, il n'y a aucune visibilité. C'est quand même grave. Ce serait un discrédit pour notre démocratie. On a reporté des élections. Mais les élections générales au Sénégal, de toute l'histoire politique du Sénégal, on ne les a jamais reportées. L'autre élément, méfions-nous, ça peut être aussi une stratégie parce que ça peut donner l'impression d'une impréparation et mettre tout le monde dans cet esprit. Et au dernier moment, se mettre sur les starting blocks avec Macky Sall et se lancer. Non, il n'a pas raison. Oui, mais je dirais que ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Maintenant, moi je dirais, pour être très émotif, je ne suis pas dans le rationnel. Discutons, négocions. Négocier avec qui? Avec tout le monde. Avec Sonko. Avec Sonko. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de négocier au vu de ce qui se passe quand même? Ce serait bien, même si ne sacrifions pas la justice sur l'autel d'un quelconque compromis, de compromission. Mais je pense qu'il arrive des moments où il faut décrisper la situation, il faut discuter. La seule chose qu'on ne peut pas régler sur cette terre, c'est la mort. Discutons. Mais là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup, peut-être pas avec Mamadou, il a bien dit les choses, vraiment il a campé de part et d'autre, donc par rapport aux perspectives. Là où je ne suis pas d'accord, la fameuse phrase de certains leaders de la société civile, oui, Ousmane Sonko est le leader de l'opposition, il est impensable qu'il ne puisse pas participer à une élection. Non, moi je dis que c'est une solution très facile. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut même pas dire que c'est le pouvoir. Pourquoi on peut pas dire ça? Non, parce que tout simplement, ça ne répond pas. Les critères pour participer à une élection, même locale, ce n'est pas parce qu'on est populaire, parce qu'on est légitime. Non, c'est la légalité d'abord, avant tout. C'est répondre aux critères de légalité. Même pas de légitimité. Le débat peut être posé pour Amadouba. Est-ce qu'il est légitime ou pas? Mais est-ce qu'il répond à la légalité du scrutin du côté électoral que Mamadou Seck a amené ici? Donc c'est ça. Les critères sont là. Alors, si Ousmane Sonko, moi je crois qu'il a commis des erreurs, qu'on le dise ou pas. J'ai même fait en son temps un article, un commentaire en l'appelant le gâchis, que du gâchis. Je crois que c'est du gâchis de la part d'un leader qui a eu quelque chose que beaucoup de leaders n'ont pas eu. Même Abdoulaye Wade, en un moment donné, c'est vrai, mais Abdoulaye était au cours. Mais Ousmane Sonko parvient à faire cotiser ses militants. Ousmane Sonko, on a vu Abdoulaye Wade, mais c'est très difficile peut-être de le comparer à Ousmane Sonko. Donc, il a eu toute cette approche-là. À partir de 2019, vu l'évolution politique de Ousmane Sonko, je crois qu'il devait prendre la mesure de sa popularité. Absolument. Et peut-être éviter d'entrer dans certaines choses. Je crois même que s'il n'y avait pas ces événements de juin, que tout pouvait être réglé pour moi. Mais au mois de juin, les Sénégalais parfois sont amnésiques. Il s'est passé des choses que l'on peut regretter au Sénégal.
Moi, je crois que c'était un acteur qui voulait en découdre avec le pouvoir, qui pensait que c'est par le rapport de force qu'il parviendra à arriver au palais. Malheureusement, aussi, il n'a qu'à se remettre en cause. Il est encore relativement jeune. Il a des chances donc d'évaluer. Mais pour Amadou, ben non. Justement, on va. Mais c'est quand même pareil, hein. C'est quand même pareil. On a comme l'impression que c'est le fond. Et vous voyez au niveau de l'affaire. Vous voyez la diabolisation de certains qui. Ahmed Aïdara, Abba Fall, Amadou Ba. Amadou Ba, le candidat de Benno. Mais déjà, Amadou Ba responsable de PASTEF. Moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Oui, il est très sincèrement. Il a été interpellé. Amadou Ba fait partie des personnes. Moi, j'ai donné en premier lieu la parole à beaucoup de responsables de PASTEF. Amadou Ba en fait partie. Il a commencé peut-être même sur mon plateau. Mais ce n'est pas un gars excessif, très sincèrement. C'est quelqu'un qui est resté là debout, à argumenter pour moi. C'est comme Diomaye. Hein. Je crois quand Diomaye, on lui avait dit d'accompagner Ousmane Sonko dans la rue, il disait que je ne vais pas le faire parce qu'on sera tous en prison et ça n'a pas de sens. Amadou également, et vraiment, je ne lui souhaite pas ce qui est en train de lui arriver. On ne sait pas encore ce qu'on lui reproche, mais en attendant, nous allons parler de notre Amadou Ba. Amadou Ba de Benno, on a comme l'impression qu'il ne fait pas l'unanimité au sein de l'APR et on commence à quand même à voir le tableau. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, le profil, l'histoire, le vécu, etc. Et le contexte. Le ni oui ni non de Makila, il avait raison. Sinon, mais ça aurait été un désordre indescriptible à 3 à 4 ans du scrutin. Et là, il est difficile actuellement de faire l'unanimité parce que c'est une phase de succession et beaucoup pensent qu'il suffit de se baisser pour ramasser. Et c'est généralement aussi ça, le propre de ces instants-là où c'est la succession. Je pense que il aura du fil à retordre. Il aura du fil à retordre. Non pas uniquement hors de Benno là, mais déjà que dans Benno, imprimer une légitimité et tenir les troupes, c'est la difficulté, c'est son vécu, son histoire. Il n'a pas été quand même politique à la base pour vraiment imprimer une légitimité à toute épreuve. Moi, je crois que c'est un moment aussi de recomposition politique. Je crois qu'il y a du chantage également dans l'air. Hein. Beaucoup de gens. Par rapport à non, mais je veux dire, certains leaders pensent qu'Amadou a déjà son staff et aujourd'hui, il faut qu'il fasse l'important pour négocier. Parce que tous les responsables de Benno n'ont pas intérêt à ce que Yahoo vienne au pouvoir. Ils vont tout perdre. Mais maintenant, il faut qu'ils viennent. On n'a quand même pas entendu les caciques de la PR quand même dire que nous sommes derrière Amadou Ba. Non, ils ne vont pas le dire. Ils sont tous tués. Mais ils sont obligés, selon la circonstance, de suivre. Et tu verras un peu. Je crois qu'au fil du temps. Maintenant, est-ce que Amadou a la possibilité de faire face à un leader de l'opposition et peut-être de gagner l'élection au premier tour? Mais au niveau de Benno et tout là, aujourd'hui, à 4 mois des élections, je ne les vois pas. Comment aller ailleurs pour s'imposer? Bon. Et attention, Binta, les cortèges qu'on arrête, etc. C'est ce que je voulais... Attention.